depuis que je suis là tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. J'ai beaucoup entendu parler de transmettre de la dette, de transmettre des charges, de transmettre des choses qui ne sont pas très sympathiques. Là, mon sujet, c'est l'inverse. Il s'agit de savoir comment on va payer tout ça. Et pour ça, il faut avoir des entreprises, il faut avoir une économie qui fonctionne et des entreprises qui se transmettent. Je pars de deux constats. Le premier, c'est que nous avons énormément d'études en ce moment autour de ce sujet des entreprises familiales et du transfert des entreprises familiales à la génération d'après. Pourquoi ? Parce qu'il y a un modèle qui fait fantasmer, qui est le Mittelstand allemand, où l'économie, la force du réacteur de l'économie allemande, tout le monde le sait, ce sont les PME et les ETI, les entreprises de moyenne taille allemandes, dont plus de 90% sont des entreprises familiales qui en sont à la deuxième, troisième génération et qui sont absolument indispensables pour booster le réacteur des grandes entreprises allemandes. Ce modèle s'est développé, tout le monde l'admire, il est puissant et il génère de la richesse, donc ça permet de faire face à toutes les joyeusetés dont vous avez parlé jusqu'à présent. Deuxième constat, en France, vous avez un grand écart entre le rêve du chef d'entreprise et la réalité. Dans les sondages réels, et je me réfère là à toutes les études qui sont publiées récemment par Deloitte, KPMG, la BPI, etc., on constate que 79% des chefs d'entreprise familiales rêvent que leur successeur soit un membre de la famille. 14% des entreprises transmises sont transmises à la génération d'après. 79 en rêve, 14% le font. C'est tout de même extraordinairement frappant. D'où la question, qui est l'objet de l'intervention, de l'invitation que vous m'avez donnée, c'est pourquoi. Essayons de comprendre pourquoi il y a un tel frein en France à la transmission des entreprises familiales à une, deux, trois générations, les unes après les autres, de telle sorte qu'on arrive à constituer des entreprises d'une taille significative et qui enrichissent le pays. Premier frein, j'ai identifié une demi-douzaine, rassurez-vous, l'énumération ne sera pas très longue. Premier frein, des freins sociologiques. Frein sociologique, c'est que, j'entendais tout à l'heure un jeune se plaindre un petit peu que les vieux s'accrochent un peu trop longtemps, si j'ai bien compris. Ce n'est pas complètement faux. Seulement 13% des entreprises familiales ont un plan de succession, d'après toutes ces études. Ce qui est extraordinairement faible. Donc, impréparation de la génération qui détient l'entreprise. Pourquoi ? Une question d'éducation, une question d'absence d'incitation fiscale pour accélérer le processus de transmission ou insuffisance de ces incitations fiscales. De l'autre côté, dans la génération jeune, il ne faut pas non plus trop se réjouir, les sondages montrent que 39% seulement seraient intéressés, mais trouvent un tas d'excuses pour finalement ne pas être aussi motivés que ça pour reprendre l'entreprise, même s'ils en avaient la capacité. Pourquoi ? Les difficultés internes à la famille, les conflits familiaux, mêler les affaires et la famille, l'argent et la famille, etc., etc., risquent des responsabilités trop importantes et beaucoup, pour le dire crûment, se défilent devant une responsabilité qu'ils jugent trop lourde. Ça sont les freins sociologiques. Ensuite, nous avons un environnement structurel qui est moins favorable que l'environnement allemand. Pourquoi ? Parce que en Allemagne, ce tissu d'entreprises moyennes, familiales, très fortes, s'est constitué et a trouvé un champ de constitution après la guerre, avec le démantèlement des très grosses industries allemandes après l'époque du nazisme. Ces entreprises ont pu commencer à se développer à cette époque. L'État allemand n'est pas un État centralisateur, à la différence de la France. Il y a des Länder et le fédéralisme allemand a permis de rapprocher des entreprises allemandes, petites et moyennes, les financements, l'attachement à un territoire qui est plus proche d'eux, l'attachement à la recherche de la qualité, l'attachement à un certain nombre de méthodes éducatives ou de formation allemande que nous avons trop négligées en France, même si on en parle beaucoup, l'apprentissage,
en particulier l'alternance, etc., qui sont cultivés là-bas, et une relation sociale qui est plus de proximité, moins idéologique, et qui conduit à ce que l'entreprise, on trouve dans l'entreprise un esprit de collaboration à l'intérieur de l'entreprise, entre les entreprises moyennes et entre les entreprises moyennes et les grosses entreprises qu'on n'a pas en France. Où en France, le gros constructeur automobile, je ne vise personne en particulier, se fera toujours taxer de maltraiter ses sous-traitants qui sont généralement ou souvent des entreprises familiales. En Allemagne, ça n'est pas le cas. Le gros, au contraire, supporte ses fournisseurs parce que ce sont des contributeurs fondamentaux à sa production et à l'enrichissement de l'entreprise. Ensuite, nous avons, troisième point, la rigidité du droit des successions. J'ai entendu tout à l'heure soulever un vrai sujet par un intervenant qui était ici il y a un instant. Je crois que c'était Xavier Koenig. C'est le problème de la réserve héréditaire. Nous avons en France un code civil qui remonte à Napoléon avec une rigidité absolue dans la réserve héréditaire. Vous avez 2 enfants, vous avez le droit de disposer d'un tiers de votre patrimoine pendant la totalité de votre vie. Donc la liberté, elle est extrêmement limitée, non seulement entre les enfants, mais aussi vis-à-vis des tiers. Ça joue, par exemple, on l'a aussi évoqué rapidement tout à l'heure, contre les fondations. Si je donne trop, il faut que la fondation rende. Donc la rigidité de ce système est incontestablement un obstacle. En Allemagne, par exemple, elle est gérée avec plus de souplesse, puisque si on dépasse, si on excède et on touche à la réserve, le lait ou le testament s'applique néanmoins, et on doit une compensation à l'héritier, mais qui n'est que de 50% de ce que serait sa part s'il n'y avait pas eu de testament. Alors qu'en France, c'est la totalité. Donc la souplesse est extrêmement nécessaire dans ce domaine, puisqu'on ne peut pas, si on a 4 enfants, on a droit de disposer de 25%. Au mieux, donc, on peut donner 50% à un enfant face aux 3 autres. Et généralement, dans l'entreprise familiale, clairement, le patrimoine est constitué, dans la plupart des cas, à 90, 95, voire plus % par l'entreprise elle-même. Donc il n'y a pas d'autres biens pour compenser les autres héritiers. En Espagne, en Italie aussi, les réserves existent, sont plus souples. Au Royaume-Uni, par exemple, il n'y a pas de réserve héréditaire, ce qui est le cas extrême. Donc c'est un sujet qui pose problème incontestablement. Ensuite, nous avons une fiscalité pénalisante. Je n'ai pas voulu le mettre en premier, mais c'est le premier obstacle qui est avancé par les chefs d'entreprise pour expliquer qu'il n'y a pas d'urgence parce que tout ça coûte tellement cher. Et puis comment je vais faire pour payer les droits? Les droits, tout de même, ne sont pas nuls en France. Il faut quand même rappeler qu'en ligne directe, c'est 45% de taxation, c'est-à-dire presque la moitié du patrimoine part chez le fisc, en ligne directe, parent à enfant. Et si vous n'avez pas d'héritier en ligne directe, c'est 60%. Vous avez un neveu, 2 neveux qui vont pouvoir hériter de l'affaire, qui ont la formation pour, etc. Comment peut-on payer 60%? C'est juste pas possible, il faut vendre évidemment l'entreprise pour payer les droits. Alors, comme on n'est jamais à court de ressources ici, on a trouvé un système atténuateur qui est efficace et auquel il faut rendre hommage, qui a résisté à tous les gouvernements depuis qu'il a été mis en place. C'est le fameux pacte Dutreil, qui survit probablement parce que personne n'y comprend rien et personne ne sait comment ça fonctionne. C'est absolument illisible pour le commun des mortels, mais ça permet. Et c'est, peu importe comment ça fonctionne, on n'est pas là pour faire de la technique, mais le résultat est que, in fine, d'après les statistiques que j'ai vues, le coût moyen effectif de transmission de l'entreprise pour quelqu'un qui sait bien s'y prendre, c'est de l'ordre de 10 à 11% de la valeur de l'entreprise. Donc c'est un niveau qui paraît supportable et qui, en tout cas, grâce au pacte Dutreil, on a sauvé un certain nombre, et beaucoup même, de transmissions d'entreprises à la génération d'après.
sans le pacte Dutreil, c'est même pas la peine d'essayer. Comment voulez-vous payer cela? Et il faut voir très concrètement la difficulté que ça pose aux entreprises si elles se retrouvent face à un vide successoral. Donc ça reste très cher comparé aux autres pays. Alors vous avez des pays dans lesquels il y a 0 droit de succession, c'est total exonéré. Puis vous avez des pays comme les nôtres, dont l'Allemagne, dont l'Espagne, dont l'Italie, qui ont un principe de droit de succession applicable à la transmission d'entreprise, mais des techniques, genre Dutreil, mais plus lisibles, qui, si on les respecte, aboutissent à un taux effectif qui est en Allemagne 0%, en Italie 0%, en Espagne 0,02%. Voilà. Et quand j'entends les raisonnements que j'entendais tout à l'heure, je ne peux quand même pas m'empêcher de penser que certains des interlocuteurs qui m'ont précédé oublient complètement que les frontières sont ouvertes, qu'on peut faire aujourd'hui des fusions transnationales. Il faut quand même ne pas perdre de vue que si on n'est pas compétitif dans un monde qui est ouvert, et pas seulement l'Europe, le reste du monde, mais en particulier l'Europe, toutes les fusions d'entreprises internationales, c'est un petit peu mon métier, je n'en ai pas vu une se faire de la France absorbant une société étrangère. C'est toujours l'inverse qui se passe. Donc nous sommes à la merci, si nous ne devenons pas plus compétitifs pour sauver ce tissu d'entreprise familiale, leur permettre et ce sont quand même les plus faciles à déplacer, si je puis dire. Vous savez, vous habitez dans le nord de la France, vous passez la frontière, vous êtes en Belgique, vous n'avez plus du tout la même fiscalité. Donc la tentation peut être très grande, quelle que soit la reconnaissance qu'on puisse avoir à son pays, quel que soit l'attachement qu'on puisse avoir à son pays. Il y a un moment où le principe de réalité fait que si je peux éviter d'avoir à payer 10, 20 ou 50% et de peut-être compromettre la transmission de l'entreprise, eh bien, je vais passer la frontière. Donc il faut absolument arriver à éviter ça et il faut bien se rendre compte que tout ce dont on a parlé là jusqu'à présent, si on ne le met pas dans un concert international, on n'a rien compris parce qu'il faut aller voir ce que font les autres chez eux. Il faut voir le nouveau statut fiscal que l'Italie a mis en place pour attirer les investisseurs, y compris suisses. C'est extraordinaire de voir aujourd'hui les Suisses de Genève ou les internationaux, les résidents internationaux de Genève démarchés par l'Italie à raison des avantages fiscaux que leur procure la résidence italienne. Il faut qu'on bouge. Si on ne bouge pas, les autres, eux, bougent. Et donc, il faut absolument que nous sauvegardions notre outil productif. Et pour ça, les PME, les ETI, qui sont tout de même le cœur du réacteur. Alors, je disais tout à l'heure que l'Allemagne avait cet avantage d'être un pays, pour ce type d'entreprise, avait l'avantage d'être un pays fédéral. La France est au contraire un pays totalement centralisateur qui mise tout sur l'émergence des grands champions nationaux. Nous avons des entreprises extraordinaires. Souvent d'ailleurs, ces entreprises extraordinaires viennent d'entreprises familiales. Regardez LVMH, regardez les Bouygues, enfin toutes ces grandes entreprises dont nous sommes si fiers aujourd'hui, qui sont des grands champions nationaux que l'État a poussés, c'est ce qui favorisait le système, se sont construits à partir d'entreprises familiales. Il faut absolument promouvoir et sauvegarder ce tissu d'entreprises familiales. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas aussi? C'est que le marché a changé. C'est une autre raison. Il y a 20 ans, il y avait peu d'acheteurs d'entreprises, ou 30 ans, il y avait peu d'acheteurs d'entreprises. Aujourd'hui, vous avez un marché d'une liquidité totale. Les fonds d'investissement sont là, se battent pour payer très cher les entreprises qui sont à vendre, parce que la famille hésite. Et la famille, pour le pater familias qui dirige son affaire, qui arrive à 75 ans, les enfants ne sont pas forcément d'accord entre eux, les situations familiales sont quelquefois complexes, et vous avez à la porte des fonds d'investissement qui se battent pour venir vous mettre l'argent sur la table et partager cet argent, surtout avec les problèmes de réserve, etc. etc. C'est tellement plus facile
qu'une entreprise. Donc il y a cette attraction de la liquidité qui existe sur le marché et ceci ne cesse de se développer et ce sont essentiellement les fonds d'investissement. La liquidité par la bourse en ce moment est plutôt en berne. Je crois que nous avons dû avoir une vingtaine de mises en bourse l'année dernière seulement à Paris, ce qui est dérisoire. L'Europe, l'an dernier, a fait moins de la moitié du nombre d'introductions en bourse qui se sont faites en 2007, qui a été le pic. La mode est passée et je vois dans ma pratique des entreprises de cette taille qui pourraient aller en bourse. Et là, la famille peut garder le contrôle. Elle va mettre 30% en bourse. Donc ça permet de donner une respiration, de donner de l'argent à ceux qui en veulent, plutôt que de rester dans l'entreprise minoritaire, etc. Ça donne beaucoup de souplesse. Mais la bourse est si compliquée, si complexe, si coûteuse aujourd'hui pour apporter quels avantages finalement. C'est une certaine désaffection qu'on constate et la difficulté d'en sortir une fois qu'on y est n'est pas moindre. J'ai vu à plusieurs reprises des gens évoquer l'idée d'aller en bourse et se bloquer quand on leur dit une fois que vous y êtes, pratiquement, il n'y aura plus moyen d'en ressortir par vos propres moyens, puisque vous ne pourrez pas vous-même, par vos propres moyens familiaux, racheter la part que le marché aura prise à votre capital. Alors, que reste-t-il? Parce qu'il faut quand même finir sur une note optimiste, même si elle est encore critique. Le point a été évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la question des fondations. Moi, j'ai été confronté un jour à une affaire dont je peux parler, puisqu'elle est plus que publique, et qui tenait à ceci. Vous avez un chef d'entreprise qui a fondé son entreprise, qui approche les 80 ans, qui n'a pas d'héritier direct, qui a 100% de son capital et 10 000 salariés dans le monde. Que devient l'entreprise le jour où il décède? Voilà. Avec les droits à payer, le dépeçage inévitable, etc. D'où la loi qui a été adoptée en août 2005. Il a fallu passer par la loi parce qu'il y avait une telle résistance idéologique au niveau des institutions. La loi est donc venue autoriser les fondations reconnues d'utilité publique à détenir jusqu'à 100% du capital d'une entreprise, alors que ça leur était interdit jusque-là. Bien, il suffisait pour cela d'avoir un cas d'école, puisque là, il y avait un vrai enjeu économique et régional avec cette entreprise, pour que, soudainement, le gouvernement de l'époque et les services fiscaux, etc., tout le monde s'est mobilisé pour trouver une solution. D'où cet article de loi. Qu'en a-t-on fait? C'était 2005, nous sommes en 2017. Il aura fallu 12 ans. Le montage a été fait, l'affaire est donc devenue la propriété entière d'une fondation. Le fondateur est décédé, hélas, aujourd'hui. La transition s'est faite formidablement. L'affaire n'a pas bougé, on n'a pas perdu un emploi, tout est absolument soft. Excellente solution. Certes, l'entreprise n'appartient plus à personne, elle appartient à une fondation qui a pour objet de réaliser une mission d'intérêt général. Donc en plus, c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement, comment dirais-je, bien sous tout rapport, puisque d'un patrimoine privé qui partirait avec une entreprise qui serait cassée et qui partirait essentiellement en impôts, on fait une entreprise qui se maintient, qui continue à vivre, qui poursuit son développement, et on soutient des œuvres d'intérêt général. Bien. Certes, il faut accepter une dépatrimonialisation. Alors, ça existe dans les autres pays. Pourquoi ça s'est fait? Parce que je suis allé dire à ce moment-là au gouvernement de l'époque, écoutez, voilà le problème que nous avons. Si j'étais en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons, en Suisse, en Scandinavie, aux Pays-Bas, en Allemagne, à peu près n'importe où, je fais un trust ou une fondation et on résout le problème. Nous n'avions pas l'outil en France, maintenant nous l'avons. Les fondations. Il aura fallu 12 ans pour qu'un ministre, l'actuel, enfin
réagisse ou que quelqu'un lui ait tiré la manche pour réagir en se disant « mais il faudrait peut-être regarder s'il n'y a pas là une solution. Est-ce que ça pourrait être intéressant ?» Au Danemark, 1350 fondations sont propriétaires d'entreprises. Grandes entreprises. Vraiment parmi les plus grandes entreprises. Saab, par exemple. Enfin, bon. Vous avez 1000 fondations, 1 millier de fondations en Allemagne. Même chose aux Pays-Bas, qui sont propriétaires d'entreprises. Quelquefois, d'ailleurs, on trouve des fondations, ce sont des épiphénomènes historiques, on trouve des fondations néerlandaises, actionnaires, d'entreprises françaises, pas en contrôle total, mais en partie. En France, combien y a-t-il de fondations? Et je termine là-dessus parce que c'est à la fois un message, un constat désespérant, mais un message d'espoir. Il y en a 4 en France. 4. Donc, il y a un champ exploratoire. Quand on fait un constat comme celui-là, quand on veut avoir une lecture positive et une attitude positive dans la vie, on se dit que, on en a 4, donc il y a quelque chose à faire. Je suis absolument convaincu que c'est un outil qui doit permettre de concilier à la fois les intérêts privés de patrimoine privé et les intérêts publics et les objets, les missions d'intérêt public. Pour ça, il faut simplement un peu d'éducation et il faut mettre en place l'outil convenable pour attirer les familles. Il ne s'agit pas de dire la fondation aura nécessairement 100% de l'entreprise. Non, au stade de la première génération, elle peut avoir 20%. Ça va stabiliser la famille. Et ça fédère la famille autour d'un grand axe. Dans cet exemple-là, il y en a une qui est fameuse et célèbre et que j'ai le bonheur de citer, qui est la fondation Mérieux, qui joue exactement ce rôle. La précédente dont je parlais, c'était Pierre Fabre, que tout le monde connaît, mais Pierre Fabre, c'est différent parce qu'il ne reste absolument personne de la famille, alors que Mérieux reste avec une famille, avec une entreprise familiale, mais qui est stabilisée, qui est adossée à une fondation, ce qui donne une stabilité. Et derrière, eh bien, à la génération d'après, que se passera-t-il ? La génération en décidera. Enfin, je crois qu'il faut se doter des outils qui permettent, encore une fois, de sauvegarder ce tissu industriel qui est absolument majeur. Merci, Monsieur Martel, pour ce témoignage et ce message d'espoir.